Bonjour à tous, bienvenue au Café Santé. Aujourd'hui, 18e épisode. Aujourd'hui, on va parler de la course à pied. Et pour ce faire, j'ai la chance de recevoir Michael Tox, qui a un cabinet de ostéopathie à Sion. Donc aujourd'hui, on va un peu parler des bases de la course à pied, les bonnes pratiques. On va aussi voir tout ce qui est erreur, tout ce qu'il faut éviter de faire pour ne pas se blesser. La prise en charge des blessures, comme tu es expert du domaine. Après, on va voir aussi comment on peut progresser. Il y aura un petit quiz comme d'habitude et la conclusion. Michael, est-ce que tu peux peut-être te présenter déjà, un peu expliquer ton parcours, qu'est-ce que tu fais au quotidien ? Oui, alors merci pour l'invitation déjà. Donc oui, je suis ostéopathe à Sion depuis 2015 et voilà, j'ai fait mon cursus d'école d'ostéopathie sur Lausanne. Et puis après, en fait, au fur et à mesure, j'ai fait beaucoup de formations continues en fait sur la prise en charge des blessures en course à pied. Notamment à la Clinique du Coureur, avec la Clinique du Coureur, qui est une organisation québécoise. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, l'essentiel de ma patientèle sont des patients qui viennent de la course à pied et qui ont des problématiques liées à la course à pied. Ok, super. Et donc, la course à pied, je pense que c'est quand même le sport le plus accessible à tous, que tout le monde peut pratiquer avec peu d'investissement, je dirais. Donc c'est un sujet qui est très très intéressant et très important à creuser, surtout qu'on veut toujours être dans le mouvement, comme on dit, le mouvement c'est la vie. Donc commençons tout de suite pour les essentiels de la course à pied. Maintenant, si moi je veux commencer, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire déjà pour pas que je me blesse ou que j'aille trop vite, trop loin ? Eh ben, c'est bon, déjà pas hésiter à commencer, ça c'est déjà important, comme tu as dit, le bouger c'est fondamental. Et le conseil, en fait, ce serait... Il y a deux mots qui reviennent souvent, c'est progressivité, il faut y aller progressivement, et régularité. Il faut être régulier dans sa pratique de la course à pied. Donc progressif, c'est vraiment être honnête avec soi-même, de savoir d'où on vient et ce qu'on est capable de faire. Et puis, il faut imaginer que la course à pied, c'est un sport où il y a des impacts quand même répétitifs. Et ces impacts, ils créent du stress mécanique sur les tissus. Et du coup, très souvent, en fait, quand on débute, de faire 30 minutes ou 45 ou 1 heure de course à pied, c'est déjà trop pour beaucoup de gens. Donc, il ne faut pas hésiter, dès qu'on débute, de commencer très, très, très bas et de se dire, OK, 10 minutes de course, ça peut être largement suffisant. Et puis ainsi de suite, augmenter au fur et à mesure que tout se passe bien. Et puis régulier, je dis souvent, en tout cas 2-3 fois par semaine. Parce qu'une fois par semaine, d'aller courir, souvent, c'est pas assez parce qu'il y a un stress qui est appliqué sur le corps et qu'après, pendant 6-7 jours, il n'y a plus rien ou d'autres activités qui sont peut-être moins stressantes mécaniquement. Et du coup, c'est un petit peu dommage pour vraiment aider le corps à s'habituer et puis à prévenir les blessures. Ouais, si je comprends bien, tu dois gentiment chauffer la machine, l'habituer, et puis ensuite tu peux augmenter la cadence en risquant moins de blessures, on va dire. Exactement. Ouais. Après, comme on dit souvent, avant de courir, moi j'aime bien dire ça aux gens, avant de courir, il faut savoir marcher. Donc voilà, si quelqu'un qui marche pas du tout, qui fait vraiment aucun effort et tout ça, qui veut se mettre à faire de la course, peut-être qu'il a intérêt à aller faire de la rando, aller faire de la marche, dans un premier temps, et intégrer progressivement des fractions de course à pied qui seront de plus en plus longues pour aboutir après à de la course, vraiment, d'aller faire de la course à pied. Ça me fait un pivot parce que tu parlais un peu de technique. Et du coup, est-ce qu'il y a des techniques un peu de base, fondamentales à prendre en compte pour commencer ? Alors, ce qu'on conseille lié à tout ce qu'on peut lire au niveau de la littérature scientifique, au niveau des études, c'est que, comme je disais avant, la course à pied, c'est un sport où il y a des impacts qui créent beaucoup de stress mécanique sur ça. Et effectivement, on peut un petit peu minimiser ce stress mécanique sur les tissus par la technique de course, par les chaussures aussi, mais ça, c'est un large sujet. Mais par la technique de course, c'est-à-dire qu'effectivement, on se rend compte que beaucoup de gens qui courent ont une technique très lourde, courent très lourdement, font des grands pas. Ces grands pas et le fait de courir assez lourd fait que le pied au sol tape très fort le sol. En fait, il y a une vitesse de force d'impact qui est très importante.
Et la plupart des études scientifiques qui étudient ça, il y en a quand même pas mal, montrent que c'est cette vitesse de force d'impact qui est problématique sur le corps. Et donc, si on peut minimiser cette vitesse de force d'impact, ça serait intéressant. Et ça passe par deux corrections qui sont... deux choses qui sont intéressantes à appliquer, c'est de courir léger, vraiment essayer de faire pas de bruit quand on court, et de faire des petits pas, c'est-à-dire avoir une cadence assez élevée, des petits pas plus être léger, fait qu'on va minimiser cette vitesse de force d'impact. On parle de bon comportement de modération d'impact dans ce cas-là, et il semblerait que ça soit vraiment plus protecteur pour le corps. Donc c'est un conseil qui est intéressant parce que c'est pas très dur de se dire ok, je cours léger, je fais des petits pas, je cours léger. C'est assez facilement intégrable pour les gens et du coup il y a peu de risques aussi de créer d'autres problèmes parce qu'à une époque où il y a certaines personnes qui conseillent aux gens de se dire ok, mais tu oublies ton talon, il faut vraiment que tu attaques de l'avant-pied. Ça c'est des corrections biomécaniques qui sont trop brutales pour certaines personnes qui n'ont pas une foulée comme ça. Et donc, du coup, simplement de leur dire cours léger, fais pas de bruit, on ne doit pas t'entendre quand tu cours, c'est vraiment bénéfique et c'est intéressant. Ok, très bien. Ouais, c'est de toute façon, à un moment donné, stressant pour le corps, c'est clair, mais il faut essayer de minimiser cet impact, en fait, c'est ça le but. Ouais. Ah, du coup, ça me fait un pivot pour tout ce qui est des erreurs, en fait. Donc, on a le trop vite, trop tôt, qu'on a, je pense, déjà un peu creusé. Hein, tu disais que c'était des fois trop, 45 minutes pour quelqu'un qui commence. Ouais. Trop vite, en fait, j'aime bien dire trop vite, trop fort. Effectivement, pour certains, en fait, c'est un peu le piège, c'est que la course, c'est accessible à tout le monde, c'est accessible de partout, c'est un avantage. Mais effectivement, on se dit, bon, il faut s'habiller et tout ça, donc on se prépare pour aller faire une session de sport, puis effectivement, on se dit, je vais faire une demi-heure, et même pour beaucoup, une demi-heure, c'est pas beaucoup en termes de temps, donc ils se disent je vais faire 30, 45, 1 heure de sport, mais en débutant, c'est comme je disais avant, c'est souvent vraiment intense, 30 minutes déjà de course à pied si le corps n'est pas habitué mécaniquement. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de blessures, beaucoup de coureurs se blessent en fait, énormément de coureurs se blessent chaque année parce qu'on est très vite dans le trop vite, trop fort effectivement. Et aussi on peut débuter progressivement et le piège c'est tout à coup qu'on ait un groupe d'amis qui nous entraîne dans quelque chose auquel on n'est pas habitué et puis du coup on est quand même tenté par faire et sitôt qu'il y a une augmentation vraiment brutale de la charge d'entraînement, donc on fait plus de volume d'un coup, plus d'intensité d'un coup et de nouveau que le corps il n'est pas habitué, là c'est une source de blessures potentielles. Ouais, donc tu as une fatigue qui s'installe et si tu essayes de suivre des gens qui sont meilleurs que toi, ça arrivera encore plus vite. Quoi. Ça peut, disons, c'est le risque. Oui. Et puis là, je vois aussi ignorer l'échauffement et les étirements. T'en penses quoi sur ces sujets ? Alors, ignorer... Bon, l'échauffement, effectivement, c'est bien. Ça prépare le corps à l'effort, ça fait un éveil corporel, un éveil neurophysiologique, enfin... C'est intéressant. Maintenant, l'échauffement, il peut être plusieurs manières. C'est-à-dire que si on va courir, on peut commencer à courir de manière vraiment légère et puis au fur et à mesure augmenter. C'est une sorte d'échauffement en courant, si on veut. Il n'y a pas besoin de faire des mouvements de cheville, de bras, de genoux comme ça pour s'échauffer. Ça peut être une idée. Après, c'est vrai que dès qu'on fait des sorties tranquilles ou des sorties longues, ça peut se passer comme ça. Dès qu'on veut faire des séances d'intensité, où on veut vraiment faire de la vitesse, notamment les fameux fractionnés en course à pied. Là, je pense qu'on a intérêt à intégrer un petit peu d'échauffement par de la course tranquille, un jogging vraiment très tranquille, peut-être augmenter progressivement la vitesse, et puis après faire des étirements balistiques, je dirais, plutôt que des entraînements statiques. Ça, on peut en discuter après, mais entraînement balistique, c'est des entraînements typiquement les gammes qu'on fait en course à pied, les ABCD en athlétisme, sont des bons exercices dynamiques pour préparer le corps en fait. Et là, lié à l'intensité de l'effort, c'est intéressant pour que justement au niveau neuromusculaire, ça soit bien actif et bien prêt. Les étirements statiques sont très critiqués avant l'effort, après aussi, mais disons moins
manière un peu moins grave, je dirais. En fait, à l'heure actuelle, il n'y a aucune preuve qui indique que les étirements statiques, qu'on voit beaucoup de gens faire dans plein de sports différents, il n'y a aucune preuve que ça augmente la force, la puissance, la vitesse, l'endurance. En fait, ça n'agit en rien, si ce n'est même que les données montrent qu'on prend plus de risques de blessures en faisant ça que sans faire ça. Je parle des étirements vraiment statiques, où on cherche à étirer le muscle. Ces étirements, ils sont intéressants de les faire, peut-être de gagner en élasticité pour certains. Ça peut être intéressant, mais c'est vraiment une session à part qui peut être faite à distance d'un entraînement dans le but d'être plus souple. Ça, c'est intéressant, mais avant un effort ou direct après un effort, il n'y a pas d'intérêt. Ouais, donc en termes de récupération, c'est pas conseillé, pas forcément. Non, mais bon, c'est assez débattu comme sujet, mais non, moi, les données que j'ai, c'est qu'effectivement, de toute façon, après un effort comme la course à pied, où le corps, il a quand même subi, les tissus, ils ont quand même subi, ils ont reçu des traumas, il n'y a pas besoin d'aller mettre une grosse dose d'étirement où on vient créer aussi du stress au niveau des fibres musculaires, etc., tout de suite après l'effort. Et il n'y a rien qui indique comme quoi on récupère plus vite au niveau des études qui sont faites. Il n'y a rien qui indique qu'on récupère plus vite comme ça. Après l'effort, ce qui est idéal, c'est de faire peut-être une récup active, de bouger un petit peu, mais voilà, en enlevant des traumas, ça peut être faire de la marche, du vélo, comme ça. Et puis après, faire des étirements, comme je disais, à distance de cet effort-là, dans le but de gagner en souplesse, s'il y a besoin de gagner en souplesse. Mmh. Ouais, donc tu surstresses pas tes muscles après ton entraînement, mais tu éloignes un peu ces étirements, justement. Ouais. Parce qu'en termes de récupération, justement, est-ce que il y a d'autres choses, typiquement l'hydratation, le repos, enfin je sais que c'est des choses qui sont de toute façon bien. Toi tu conseilles aussi, je pense, de bien boire, bien se reposer, quoi, si tu veux augmenter la cadence, on va dire. Ouais, alors effectivement, après le repos, effectivement, le repos surtout, c'est quelque chose qui est très négligé par beaucoup parce qu'on manque de temps dans nos journées souvent. Donc on bosse, on s'entraîne, on fait des courses et tout ça, et après on a d'autres choses à faire. Donc effectivement, le repos, il est mis de côté, et c'est vraiment le point important. Enfin, quand je dis repos, pour une grande partie, c'est le sommeil. Ça, c'est très, très, très important pour la récupération. Après, effectivement, tout ce qui est hygiène de vie, alimentaire, l'apport hydrique et tout ça est fondamental aussi. Je dirais de façon générale, de même que le sommeil. Dès qu'on fait des courses, dès qu'on s'entraîne beaucoup, ou pour certains un peu moins, mais d'avoir un bon sommeil, une bonne hygiène de vie, c'est fondamental pour pouvoir tirer un peu sur la machine aussi plus tard, ou durer en fait dans un effort. Donc ça c'est important. Mais voilà, tout ce qui est repos et donc sommeil et puis alimentation, c'est fondamental. Donc privilégier le sommeil plutôt que les statistiques Strava, on va dire. Exactement. Magnifique. Et ensuite, est-ce qu'on peut se renforcer musculairement pour être moins fragile, entre guillemets ? Le renfort, c'est aussi un des gros paramètres dans la prévention des blessures en course à pied. C'est sûr que plus on a des objectifs élevés et plus on tire sur notre corps, plus ça va être important. Quelqu'un qui va courir 1-2 fois par semaine, il n'y a pas forcément besoin de faire 1-2 séances de renfort pour y arriver. Mais cela reste de toute façon pas néfaste. Le renfort, le renforcement musculaire, donc il permet d'amener vraiment le corps plus fort, en fait, finalement, plus tolérant aux charges, au stress mécanique, mais en enlevant un gros facteur, dans le cas de la course à pied, en enlevant les impacts liés à la course à pied. Ce fait de courir, ça renforce, c'est clair. Mais si on le fait sans ces impacts, sans ces traumas liés à la course, sans le risque de chute ou comme ça, c'est important. Il y a un adage qui dit moins courir pour mieux courir. Ça, c'est une donnée aussi dans la préparation qui est dans les coachings qui fait son chemin. C'est assez intéressant de se dire quelqu'un qui court beaucoup, il a plutôt intérêt à enlever 1-2 sessions de course à pied suivant comment pour faire du renforcement. Et on se rend compte là, à l'heure actuelle, que les gens sont souvent plus performants et du coup se blessent moins et du coup sont plus durables. Leur effort peut être fait de manière plus durable. Et c'est vraiment bénéfique.
Ouais, donc pas que la course à pied, mais aussi un peu de renfort musculaire, quoi, disons. Exactement. Pour ce qui est de l'hygiène de course, j'aurais envie de parler de l'âge. En fait, est-ce que l'âge est important? Est-ce que je peux commencer la course à pied si j'ai, je sais pas, 75, 80 années et que je me sens en forme? Il y a beaucoup de mythes en course à pied, et puis ça, c'est un des gros mythes qu'on a, c'est qu'à un certain âge, on ne va pas pouvoir se mettre à faire du sport en général, hein, ou bien mettre de la course à pied entre autres, parce que c'est trop violent pour les articulations, c'est trop violent pour le dos, on va avoir de l'arthrose et tout ça. Donc on entend plein de gens encore qui disent ça, et c'est totalement faux. C'est pas validé, il n'y a rien, il n'y a aucune base qui permet de dire ça. En fait, c'est des croyances populaires qu'on a depuis longtemps. Donc oui, on sait que l'activité physique, elle est complètement bénéfique, fondamentale, notamment l'activité cardiovasculaire pour la santé générale des gens. Donc il faut s'y mettre à bouger. Et comme je disais avant, la course à pied, c'est quelque chose qui peut être fait de manière de n'importe où, en vacances, de chez soi. Donc c'est une bonne manière de bouger. Et quelqu'un qui est un peu âgé peut commencer sans autre. S'il commence progressivement, qu'il écoute ses symptômes, et puis qu'il y va régulièrement, ça va être intéressant. Mais il faut vraiment respecter ce qu'on est capable de faire, il faut vraiment s'écouter. Et puis, voilà, une personne âgée peut commencer la course à pied en fonction du bagage qu'elle a, des antécédents qu'elle a. Elle va peut-être devoir le faire très, très progressivement et puis arrivera jamais à courir 40 km de suite, alors que d'autres y arriveront peut-être très bien. Mais c'est fondamental. Et les données qu'on a à l'heure actuelle, notamment sur le fameux « je vais avoir de l'arthrose », sont fausses. Il y a une très belle étude qui avait été faite en 2018 ou 2020, je ne sais plus. Fait partie de ces grosses études. C'est une méta-analyse qui a été faite sur plus de 100 000 sujets. Elle a montré en fait que les gens qui couraient régulièrement de manière récréative avaient 3,5% de risque d'arthrose, si on veut, et que les sédentaires, ceux qui ne bougeaient pas, avaient 10,3% de risque d'arthrose. Donc 3 fois plus que ceux qui couraient de manière récréative. Donc c'est déjà une donnée assez intéressante, c'est que bouger régulièrement, on prend moins le risque d'avoir de l'arthrose. Par contre, un truc qu'il faut savoir, c'est que la population de coureurs qui étaient professionnels, élites, qu'on faisait beaucoup, avait un taux d'arthrose en fait de 13%, donc plus que les sédentaires. Donc on en revient dans le bon dosage en fait, d'être progressif, régulier et savoir s'écouter. De trop en faire, c'est clair que c'est néfaste aussi. Ouais, donc en fait il y a un bon milieu. Enfin, tous les extrêmes sont jamais bons. Exactement. Mais le milieu est bon. Ouais, et c'est ça. Parce que moi, je suis un cas un peu spécial. Peut-être tu pourras m'enlever des croyances limitantes. J'ai eu 3 opérations du croisé étant un grand skieur. Et j'ai plus de ménisque, typiquement. Ouais. Du coup, la course à pied, je me suis dit, il faut pas que je fasse parce que je risque de m'user, entre guillemets, trop vite. Ouais. Donc je vais plutôt sur du vélo ou des choses plus douces. Ouais. Est-ce que je pourrais, par exemple, imaginer courir sur piste finlandaise ou courir en trail, typiquement, un peu plus sur des terrains mous, puis quand même pouvoir progresser sans que ça me blesse? Ouais. Ce serait possible? Moi, je suis persuadé, ouais. Je suis persuadé. C'est sûr qu'un ménisque, c'est une structure qui est là pour amortir les contraintes au niveau du genou. Donc, du moment qu'en fait, tu as une chirurgie au niveau des ménisques, de base, même sans faire d'activité physique, tu as un risque de lésion au niveau du cartilage un peu plus important qu'une personne qui garde son ménisque. Maintenant, justement, je suis persuadé que si tu faisais plus rien, tu aurais probablement plus de risques de développer typiquement de l'arthrose dans cette région-là que si tu bougeais. Et tu bouges, tu fais du vélo. Le problème du vélo, c'est que pour ces structures-là, au niveau cartilagineux, ça stimule un peu, mais pas énormément. Au niveau du stress mécanique, on a typiquement la natation qui met très peu de stress mécanique sur les tissus, un petit peu, mais pas beaucoup. Le vélo un petit peu plus, etc. Et le jogging encore un peu plus, la vitesse encore plus, et tout ce qui est des sauts et tout ça, ça met beaucoup de stress mécanique. Donc, tu pourrais te remettre à la course à pied très progressivement, en étant à l'écoute de ton genou, de tes symptômes, et très réactif si tout à coup il y a une douleur ou comme ça, pour essayer de prendre un peu de recul puis
de chercher à comprendre pourquoi. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que tout à coup, tu en as fait plus de tout ça? Mais je suis persuadé que tu pourrais évoluer de manière signifiante en course à pied. Ok, bah je vais y réfléchir, alors pourquoi pas. Je parle pour le mois du futur, pour les gens qui ont des prothèses, typiquement. Est-ce que c'est possible pour eux de le faire, en fait, sans s'aggraver, on va dire? Ouais, les prothèses, justement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui en ont maintenant. On n'a pas beaucoup de données vraiment solides au niveau des études qui sont faites sur la course à pied et les gens qui ont des prothèses. Ce qu'on sait, c'est que les prothèses sont plus les mêmes maintenant qu'il y a quelques années au niveau des matériaux. C'est vrai qu'il y a quelques années, les matériaux font qu'on ne prenait pas le risque de mettre des stress mécaniques trop importants parce que on allait prendre le risque que ça s'effrite ou que ça se casse. Donc on était assez protecteurs. Maintenant, les matériaux ont quand même passablement changé, les prothèses durent quand même plus longtemps, etc. Elles sont plus résistantes. Donc on peut très bien, si on est parfaitement à l'écoute de son corps, on peut très bien faire un petit peu de course. Maintenant, quelqu'un qui a une prothèse, c'est vrai qu'elle va peut-être pas pouvoir charger comme un fou sur ça. Je pense que le mieux pour ça, vu qu'on n'a pas beaucoup de données, c'est vraiment de discuter avec le chirurgien, avec l'ortho, de ce qui est faisable ou pas. Mais j'espère que les messages sont quand même de se dire, oui, il faut quand même charger un peu, on peut bouger un petit peu dessus, mais en étant quand même peut-être plus vigilant que si on n'en avait pas. Ouais, donc rester très à l'écoute et puis pas trop tirer sur ces éléments, on va dire. Maintenant qu'on a bien parlé des seniors, on va parler peut-être des enfants plus. Je sais que c'est pas bien de commencer typiquement de la musculation trop jeune. La course à pied, est-ce qu'il y a un âge limite ou pas? On ne sait pas trop. On a des guidelines dans toute fédération, etc., qui disent que c'est pas bien, etc. Je pense que un enfant, déjà, les enfants, ils courent toute la journée. Hein, en soi, même si on dit que c'est pas bien, en fait, un enfant, il court. Donc c'est faisable. Maintenant, le problème des enfants, que moi je vois, c'est que que ça soit en course à pied ou dans d'autres sports, c'est de vouloir hyper spécialiser les enfants, les jeunes à un sport donné. Et là, c'est peut-être pas très bon, justement, de se dire, mon enfant, je veux qu'il fasse de la course à pied, ou il veut faire de la course à pied, puis qu'il fait que ça, puis il s'entraîne pour de la course à pied. Je pense que c'est un peu dommage. Les enfants, ils doivent avoir une variation d'efforts et une variation de contraintes qui est fondamentale pour leur développement. Et du coup, je pense que c'est mieux qu'ils fassent plein de sports différents jusqu'à un certain âge. Puis ensuite, à un certain âge, se spécialiser plus dans un domaine plutôt que d'entrer directement dans une spécialisation trop précoce. Et c'est le cas pour la course à pied. Un très jeune enfant qui fait de l'athlé et puis qui fait que ça. Alors en athlétisme encore, il y a plusieurs disciplines, donc c'est intéressant. Mais qui ferait que de la course sur route parce que le papa ou la maman font ça, je pense que c'est dommage. Maintenant, de là à dire qu'il y a des risques pour la santé de l'enfant, je ne pense pas qu'il y ait des risques pour la santé de l'enfant. De nouveau, c'est aussi fait avec une écoute des symptômes et de comment il se sent. Mais par contre, c'est dommage quand même pour son développement global et son développement psychomoteur. Je pense que varier les plaisirs, c'est important. Mais voilà, le message aussi, c'est qu'il faut que les enfants ils bougent. Et ça, c'est l'autre problème, c'est qu'il y a énormément d'enfants qui ne bougent pas du tout, qui ne font pas du tout d'efforts. Et ça, je dirais que c'est presque plus problématique que de se mettre à courir à fond pour un enfant. Donc surtout, je préfère qu'ils courent beaucoup plutôt qu'ils ne courent pas ou qu'ils ne fassent pas du tout d'efforts. Ouais, donc le message, c'est surtout éteindre la console, aller dehors un peu, faire du sport, quoi. Exactement. Dehors, on peut s'amuser. Déjà, il faut expérimenter, sauter, bouger, se baisser, courir, etc. C'est bénéfique, ouais. Et il faut que les parents, pour ça, ils montrent l'exemple. Hein. C'est vrai que je m'étais renseigné il y a quelques temps sur ça. Les études, elles montrent que si les parents sont actifs eux-mêmes, il y a de
très forte probabilité que les enfants deviennent actifs eux aussi, ce qui est assez logique. Mais c'est vrai que il y a peu d'enfants qui bougent, mais il y a aussi peu d'adultes qui bougent. Et c'est un gros problème pour la société actuelle. Ouais. L'OMS, elle a déjà fait quelques années qu'elle a mis qui a fait des cris d'alerte un petit peu là-dessus, comme quoi les jeunes perdent vraiment beaucoup de leur capacité physique d'année en année, et c'est assez inquiétant. C'est pour ça que maintenant ils ont mis des guidelines où ils disent que les enfants ils doivent faire au moins 1 heure d'activité physique modérée à intense par jour. Et puis 3 fois par semaine, une activité physique qui stimule le système musculo-squelettique. Ça, c'est pour les enfants. Donc, il faut qu'ils soient là-dedans. Mais il y en a beaucoup qui ne le sont même pas du tout, en fait. Ah, c'est là que garder typiquement la gym à l'école obligatoire, c'est vraiment quelque chose d'important, je pense. Ouais. Pour certains, c'est sûr que c'est leur seule activité. Ouais, c'est ça. Et puis, ce serait intéressant de voir la corrélation entre le développement de tout ce qui est technologie et justement cette diminution du mouvement. Que je pense que c'est quand même assez étroitement lié, hein, que les jeunes sont plutôt derrière les écrans que dehors. Ouais. Donc voilà, le petit message c'est, même si vous ne faites pas de sport, encouragez vos enfants à en faire. Exactement. Maintenant, pour progresser, est-ce qu'il y a des points phares, on va dire? Typiquement là, j'ai qu'on pourrait augmenter progressivement le volume de courses, par exemple de 10% par semaine, ou alterner entre marche et course, ces choses-là. Est-ce que toi, tu aurais quelques conseils pour progresser, en fait? Ouais, le 10% par semaine, c'est un chiffre qui n'a jamais été validé, en fait, qui est comme ça, qui est intéressant parce que, effectivement, il a ce côté où ça nous donne un ordre d'idée. Et puis c'est un côté un peu protecteur. Effectivement, on peut augmenter et ça nous permet de nous guider là-dedans. Mais il est bien pour la plupart des gens. En fait, on s'est rendu compte de ça, mais pas pour tous. Et notamment pas pour ceux qui débutent, parce que des fois, c'est peut-être pas assez 10%. Certaines personnes qui débutent la course ou qui reprennent la course peuvent augmenter plus fort. Et à arriver plus vite à un certain niveau ou stresser mécaniquement le corps un peu plus rapidement, qui peut être bénéfique. Ce ne sera pas mauvais de 10%, mais ça peut être fait un peu plus fortement. Et à l'inverse, des gens qui font vraiment beaucoup, ils augmentent tout à coup 10% avec un certain volume, une certaine intensité, ça peut être un peu trop. Donc c'est un chiffre qui est bien pour pas mal de gens, mais de nouveau peut-être les extrêmes un peu moins. Et voilà. Après, maintenant, il y a un bon moyen de calculer un petit peu si on est bien dans la progressivité, c'est ce ratio charge aiguë sur charge chronique. Et ça, les montres, par exemple, les montres cardio GPS le font très bien. Ils calculent la charge qu'on fait de l'entraînement divisée par la charge qu'on a eue les 4 dernières semaines. Et puis ça nous donne un ratio. Et puis, les études, elles montrent que si ce ratio il est entre 0,8 et 1,3, on est dans un bon dosage de progression. Si on n'est pas assez ou trop, et là, il y a un risque effectivement de blessure dans la progressivité qu'on fait. Et les algorithmes des montres, elles arrivent bien à calculer ça si on court idéalement avec une ceinture cardio. C'est assez précis. Ça ne fait pas tout, mais ça donne un ordre d'idée. Et du coup, c'est assez intéressant pour les gens d'avoir ces outils-là. Et puis qui peut leur dire s'ils sont dans un bon dosage. Parce que le 10% aussi, je reviens au 10%, ça ne prend pas en compte si on fait de l'endurance tranquille ou si on fait de l'intensité ou comme ça. Ça, c'est dépendant. Si on fait pas mal de vitesse, d'intensité, c'est plus contraignant pour le corps. Donc c'est vrai que ça va être difficile de donner un chiffre fixe de 10% de plus chaque semaine. Je voulais aussi parler du cardio, comme tu as fait un petit point là-dessus. On dit, après dis-moi si c'est faux, hein, mais j'ai entendu que normalement tu dois être capable de tenir une conversation, plus ou moins, pendant l'effort. Est-ce que du coup c'est vrai ou tu devrais plutôt essayer d'être plus dans le dur ou moins? Ouais, bon,
moi, je suis pas coach, hein, donc je fais pas de plan et je suis pas des gens dans du coaching. Je suis dans des gens qui sont blessés, mais dans mes connaissances, c'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut passer 80% de son temps dans des zones cardio basses en courant. Donc on parle de la zone 1, zone 1 généralement, zone 2 éventuellement. Et effectivement, la zone cardio 1, c'est de pouvoir discuter pendant qu'on court. Donc passer beaucoup de son temps en course à pied dans cette zone-là, c'est intéressant. Maintenant, pour s'améliorer, il faut aussi aller un petit peu dans le dur. Il faut aussi monter dans les zones cardio. C'est ce qui va faire booster en fait le moteur, là, ce qui va faire augmenter tout ce qui est VO2 max et tout ça. Donc il faut aussi, le 20% du temps restant, aller un petit peu dans des zones d'inconfort au niveau cardio, donc des efforts intensifs. Quelqu'un qui reste que en zone 1, peut très bien, hein, mais c'est juste que si ça convient, tant mieux. S'il y a du plaisir puis qu'il n'y a pas d'objectif en soi, ça ira bien. Mais s'il y a une volonté de faire un peu plus ou de s'améliorer simplement, il va falloir aussi un peu aller dans le dur. Donc le gros du temps dans des zones faciles, mais quand même aller un peu tirer sur la machine, c'est important. Puis à l'inverse, quelqu'un qui fait que tirer sur la machine, qui fait que des séances intenses, elle va exploser assez rapidement. Ouais, et toi, tu conseilles plutôt Enfin, je sais pas si tu es à l'aise avec ça comme réponse, mais plutôt en fractionné ou plutôt une sortie tranquille et une sortie plus hard, mais plus courte? Ouais, alors comme je dis, je suis pas coach, donc je vais pas trop m'aventurer là-dessus, mais je pense que tout dépend des objectifs des gens, en fait, fondamentalement. Faire des sorties longues, des gens qui font du trail long, par exemple, sont obligés de faire des sorties longues ou des week-end shocks où ils mettent du volume, justement à basse intensité, etc. Donc ça, c'est important. Mais en même temps, travailler sur de la vitesse, c'est des gens qui veulent faire des courses et puis être plus rapide. Donc voilà, pour gagner ou vraiment faire des meilleurs chronos, il faut faire de la vitesse. Je pense qu'il faut vraiment mixer un peu le tout, c'est-à-dire effectivement des sorties longues, elles sont intéressantes, ou faire de l'endurance de fondamentale sur des sorties plus longues, elles sont bien pour le stress mécanique, justement habituer le corps à subir un peu les contraintes, et puis après d'aller taper un peu dans le cardio, puis sur des efforts plus intensifs au niveau musculaire, c'est important. Je pense qu'il faut vraiment un mélange de tout ça. Au niveau de ce qui est blessure, toi, c'est quoi que tu croises le plus souvent au cabinet? C'est genou, hanche, cheville? Ouais, genou, je pense qu'il y a quand même beaucoup de problématiques de genou. C'est une articulation assez complexe. Mais c'est devant, mais de pas beaucoup par rapport à la cheville, la hanche, le dos. En fait, vraiment. Alors, c'est sûr que chez les patients coureurs, c'est des blessures du bas du corps, souvent. J'ai pas beaucoup de problèmes d'épaule liés à la course à pied. Ça pourrait arriver, mais beaucoup des problèmes de bas du corps. Mais c'est vrai que sur l'articulation en soi, je pense que c'est le genou qui prédomine. Et toi, c'est quoi ton approche pour justement soigner ces blessures-là? Est-ce que tu dis de tout arrêter? Est-ce que vous réduisez? Ouais, alors c'est intéressant, justement. C'est une bonne chose, un bon point. La plupart du temps, il faut jamais tout arrêter. Ou s'il faut tout arrêter parce que c'est très aigu, une problématique est très aiguë, c'est sur le moins de temps possible. C'est vraiment sur un court laps de temps, parce que voilà, il faut que ça aille mieux au quotidien, il faut que s'il y ait une douleur, il faut que ça se calme, mais rapidement reprendre l'effort en question. Pourquoi ? Parce que le repos trop prolongé, et à l'heure actuelle, on prescrit des repos de manière trop longue, ça déconditionne le corps. Et puis quand on sait que par rapport à la course à pied, dès qu'on fait 2 semaines de pause, peut-être même moins, mais déjà 2, 3, 4, plus ça avance, plus le corps il se déconditionne lié aux efforts qu'on a pu lui faire jusqu'à présent, et on perd très rapidement quand même du niveau cardio et du niveau aussi physique. Donc, si on fait à l'heure actuelle, on a des repos qui sont trop longs pour la plupart des pathologies, et les gens, ils se déconditionnent. Puis en fait, ça va mieux, c'est clair que ça va mieux en faisant du repos, les douleurs, elles passent. Et les gens, généralement, dans la tête des gens, c'est j'ai fait 6 semaines de pause, ça va mieux depuis 3 semaines ou 4 semaines.
je peux reprendre la course à pied et je reprends trop fort parce que on a l'impression qu'on a fait que 6 semaines d'arrêt et qu'on reprend en fait généralement, comme on a dit au début, trop vite, trop fort. Et du coup, bam, la pathologie peut survenir de nouveau, ou il y a d'autres structures qui peuvent souffrir. Donc, arrêter le moins longtemps possible. Par contre, c'est reprendre progressivement. Et moi, l'outil de base que j'utilise, qui a été enseigné par la clinique du coureur, que certains font instinctivement, ça s'appelle la quantification du stress mécanique. C'est-à-dire quantifier son stress mécanique, sa charge sur les tissus du corps de manière très progressivement. Et quand il y a une douleur, c'est de dire, va courir. Si ça te fait pas mal, eh ben, tant mieux. Si ça te fait mal, tu fais un petit peu moins la fois d'après jusqu'à trouver le bon dosage. Et ça, c'est important parce que ça va permettre de stimuler les structures pour qu'elles se renforcent sans les irriter, ce qui aggraverait la pathologie. Mais du coup, c'est comme ça qu'on guérit le mieux et le plus rapidement de la plupart des pathologies de surcharge en course à pied. Mais par contre, ça implique une écoute du corps et une honnêteté des gens de se dire, voilà, je vais courir et puis après 4 minutes, je commence à avoir mal à mon genou, par exemple, et j'arrête. Ça, c'est important. J'ai fait que 4 minutes, mais c'est mes 4 minutes qui me permettent peut-être demain de faire 4 minutes et demie, et puis après-demain d'en faire 6, puis après, dans quelques semaines, d'arriver à 25-30 minutes de course. Ça, c'est important. Ouais, donc peut-être mettre un peu ton ego de côté, puis pas garder ce point de comparaison qui était peut-être la dernière sortie, et puis vouloir refaire pareil tout de suite, quoi. Exactement, ouais. Après, il faut savoir, en fait, c'est un peu plus complexe. C'est vrai que dans les pathologies en course à pied, on a 3 grandes catégories. On a des pathologies de charge, on a des pathologies de charge, on a des pathologies de répétition, puis on a des pathologies d'amplitude. Puis en fonction de ces pathologies, c'est différentes choses qu'on peut gérer pour s'améliorer. Une pathologie de charge typique, c'est le syndrome fémoro-patellaire, le syndrome rotulien, donc la douleur antérieure du genou. Ça, c'est une pathologie de charge typique. Avec ces gens-là, on va leur dire de se calmer un petit peu, mais sans forcément arrêter. Et ces gens-là, par contre, ils vont devoir couper l'intensité, en fait. Ils vont devoir arrêter d'aller vite trop fort, justement, arrêter peut-être le dénivelé chez des trailers ou comme ça. Mais ils peuvent garder un certain volume à basse intensité, tranquillement, en courant léger, justement. Ça, ils peuvent garder. Et c'est tout ce stress qui peut être mis sur le genou, sur cette pathologie-là, qui ne va pas aggraver la problématique et qui va générer de l'adaptation. Et ça, c'est super intéressant. Des pathologies de répétition, le plus typique sur le genou, c'est le syndrome de l'essuie-glace, que énormément de gens ont. Ces gens-là, effectivement, ils vont devoir arrêter de faire du volume, ils vont devoir diminuer le nombre de kilomètres qu'ils font, faire des sessions plus courtes, mais ils peuvent, durant ces sessions-là, aller un peu plus vite, travailler la vitesse, etc., pour autant que ça n'aggrave pas la problématique. C'est un petit peu puis pour toutes les pathologies, il y a un peu de la gestion comme ça à faire. On va enlever peut-être certains paramètres au niveau de la course pour favoriser d'autres, puis progressivement réintégrer ces autres paramètres progressivement au fur et à mesure que les signaux sont ouverts. Après, il y a des pathologies où c'est OK d'avoir un petit peu mal. Tout ce qui est tendinopathie, toutes les tendinites, on dit de manière commune, mais tendinopathie, c'est OK d'avoir des douleurs à 3 sur 10, des fois même 4 sur 10, parce qu'un tendon, il peut tolérer ça et c'est ce qui permet de le travailler. Un syndrome de l'essuie-glace, je reprends ça, c'est 0 douleur. Il ne faut pas de douleur pendant l'effort, il ne faut pas de douleur le lendemain, il ne faut pas de douleur le soir, il ne faut pas de douleur le lendemain. Ça, c'est important sur des pathologies. Donc, il y a des petites choses à faire, mais en gros, le message, c'est le repos le moins longtemps possible, enfin l'inactivité le moins longtemps possible. Si ça doit être fait lié à la course à pied trop longtemps, on fait de l'activité de transfert de charge, vélo, natation, pour stimuler quand même le corps, pour stimuler le cardio, intégrer la course. Puis en fonction de ces types de pathologies, on va jouer un petit peu avec ça pour que ça se passe mieux et que ça guérisse mieux. Ok, très bien. Tu as une sorte de mémoire musculaire aussi en course. Je veux dire, quelqu'un qui a couru longtemps, qui s'est blessé, qui fait une pause, lors de la reprise, est-ce qu'il progressera plus vite que quelqu'un qui commence ? Je pense. Après, c'est pas forcément une mémoire musculaire, mais il y a un bagage quand même physiologique qui permet
de reprendre. Après, ça dépend le temps d'arrêt. Hein. Si tu fais plusieurs années d'arrêt, je pense que tu reprends vraiment en étant débutant. Mais après, comme je disais aussi, 2-3 semaines, 1 mois d'arrêt, il faut penser que dès qu'on arrête comme ça, il faut se considérer comme de nouveaux débutants. Je pense que c'est ce qui est intéressant. Puis comme ça, quitte à une personne qui a un bagage de course à pied, qui a arrêté quelques temps, qui reprend, il va peut-être pouvoir évoluer un peu plus vite qu'un débutant. Mais il faut qu'il commence très bas dans l'échelle. Donc il y a probablement une certaine mémoire de l'effort, etc. Après, je pense qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte aussi au niveau de la physiologie des gens aussi. Ouais, t'as peut-être plus tendance à traîner ton bagage technique que ton bagage physique, on va dire. Peut-être, ouais. Ok, bah écoute, est-ce que sur les blessures, t'aurais quelque chose d'autre à amener? Ouais, en fait, on pourrait parler d'un exemple assez intéressant qui a maintenant sur la prise en charge, par exemple, des entorses. Parce que c'est justement ce que j'ai dit avant. Donc, dès qu'on se fait une entorse ou une lésion d'un tissu mou, maintenant, il y a toujours eu médicalement des protocoles de prise en charge de ça qui se basaient uniquement sur dans le contexte qui était la plupart du temps sur quelque chose de très protecteur. Éventuellement, dans les protocoles, il y avait un peu de physio qui était conseillé justement pour venir travailler la proprioception, de remuscler tout ça. Maintenant, la clinique du coureur, avec un consensus d'experts, ils ont mis en place un nouveau protocole qui a été validé par une revue, le British Journal of Sports Medicine, qui est une revue dans la littérature sportive très importante. Ils ont mis en place le protocole Peace and Love, qui, en fait, le peace, ça reprend ce qui se faisait jusqu'à présent, c'est-à-dire c'est des acronymes, hein. Il faut protéger, etc., tant que ça fait mal. Donc, avec s'assurer qu'il n'y a pas de fracture, etc., protéger au quotidien pendant le moins longtemps possible, justement. Mais c'est clair que si on se fait une entorse puis qu'on n'arrive pas à poser le pied ou qu'on a très mal en marchant à la maison, pas là qu'il faut recommencer à courir. Mais très vite, ça peut être faisable d'aller restimuler un peu par du vélo, etc. Donc, Peace and Love, si on énumère, le P, c'est la protection, après E, c'est élévation, le A, c'est éviter les anti-inflammatoires. Ça a été, il y a vraiment beaucoup d'études maintenant qui montrent que ça apporte rien de prescrire ou de se gaver d'anti-inflammatoires quand on a un truc, même si la cheville, elle fait 3 fois le volume. Si on prend un anti-inflammatoire parce qu'on ne peut pas dormir, c'est OK, mais sur du long terme, ce ne serait pas bon pour la guérison des tissus. Donc, éviter les anti-inflammatoires. Le C de peace, c'est compression, et le E, c'est l'éducation. C'est de parler aux gens de qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils ne vont pas pouvoir faire. Et puis, intégrer ce love, en fait, dans le peace and love. Le L de love, c'est le load, c'est mise en charge. Et là, c'est important. C'est que peut-être 2 jours après une entorse, la personne elle peut se remettre à courir. Même si la cheville elle est gonfle, tant que ça lui fait pas plus mal que tant que ça lui aggrave pas sa symptomatologie et puis qu'elle va pas faire un marathon, c'est clair, dessus, ça peut être intéressant. Donc très rapidement remettre de la charge progressive, quantifier, faire la quantification du stress mécanique que je parlais avant. Et ça, c'est vraiment nouveau un peu dans ce qui est intéressant de faire. Après, le O, c'est l'optimisme, le V, c'est le vasculaire, il faut faire du cardio pour aider les tissus aussi à guérir. Et le E, c'est les exercices. Ça, c'est le domaine de la physio. C'est quand même intéressant dans le cas d'une entorse. Donc, je voulais juste faire la parenthèse sur ça. C'est que beaucoup de gens, je le vois au cabinet, ont eu des entorses, Et puis, ils ont fait leur truc. J'ai plus rien fait. J'ai fait 6 semaines de pause. J'ai mis une attelle jour et nuit. Et du coup, ils sont complètement paumés. Pendant 6 semaines, ils se sont déconditionnés. Ils ne savent pas s'ils peuvent reprendre comment. Et généralement, ils reprennent trop fort. Et c'est la cata. Donc vraiment, intéressons-nous à ce protocole-là qui est quand même assez bien maintenant mené par rapport aux données qu'on a actuellement. Ouais. Et toi, tu l'utilises aussi, ce protocole au quotidien? Moi, si j'ai des patients qui viennent en ayant une lésion d'un tissu mou, c'est valable pour par exemple une déchirure musculaire ou ce genre de choses. Hein. En dehors de pathologies qu'on doit éliminer, hein, c'est clair qu'une entorse, s'il y a une fracture, on sera beaucoup plus prudent. Donc, tout est relatif, d'où l'intérêt d'aller consulter quand on a une douleur ou une blessure qui est là assez importante ou qu'on a eu un trauma. Mais oui, je l'utilise, ouais, c'est ce que j'explique bien aux gens, toutes ces lettres, qu'est-ce que c'est, et puis ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent quantifier progressivement le stress en s'écoutant, c'est toujours le même discours,
puis c'est comme ça que ça va nettement mieux rapidement. Magnifique, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup d'entorses aussi avec nos régions montagneuses. Et en trail, tu as plus tendance quand même à te tordre des choses. Ouais. Et à tomber aussi. Ouais, il y a plus de risques de par le terrain. C'est clair que les terrains irréguliers, les racines, si on est fatigué, ou même il y a des gens qui sont plus craintifs. Donc c'est marrant, là, les gens qui sont craintifs tombent plus, en fait, statistiquement. C'est assez intéressant. On est plus rigide. En trail, c'est un problème. Dès qu'on descend, notamment les descentes, les gens qui ont peur de tomber, donc ils se rigidifient, ils sont très tendus, ils sont très focus sur ça, et effectivement, ils tombent plus en faisant ça. Mais ça, c'est de l'ordre du mental, en fait. Ça se travaille chez des gens, le déconditionnement de ça. Mais en trail, il y a plus de lésions traumatiques que sur route, effectivement. Ouais, je pense que tu dois bien garder le regard loin. Ouais, alors je ne saurais pas dire s'il y a une technique particulière, mais ce que j'expérimente moi, c'est qu'effectivement, et puis qui se valide maintenant par les recherches qui sont faites, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. C'est bête à dire, mais comme je disais avant, plus on a peur, plus on se rigidifie, plus on prend le risque d'être moins réactif et de tomber. C'est pas avoir peur, je pense, mais ça, c'est du déconditionnement mental. Et c'est d'être aussi super léger, en fait, en courant. Effectivement, c'est pas trop se prendre la tête et se faire confiance. Après, ça se travaille aussi. C'est clair que quelqu'un qui fait du trail, qui s'entraîne que sur route, puis qui va faire un trail, une course trail tout à coup, cette personne-là n'aura pas forcément l'habitude de courir avec des racines et tout ça, donc ça va être plus compliqué. C'est tout un travail à faire. Même au niveau du cardio, je pense que c'est des efforts quand même assez différents entre la montée, la descente, le plat. Ouais. Donc adapter aussi l'intensité, j'imagine. Exactement. Très bien, écoute, si ça te va, on peut passer au quiz. Cette question, des vrais ou faux, c'est des questions un peu ouvertes, très générales. S'il y en a avec lesquelles tu es moins à l'aise, tu me dis, il n'y a pas de problème. Pour la première, c'est un vrai ou faux que boire un café avant de courir, ça peut être bien. Il paraîtrait que ça aide pour l'endurance. Ouais. En fait, après ça aussi, il y a beaucoup de produits qu'on prend dans le sport d'endurance à base de caféine, justement, c'est gel comme ça. Donc, effectivement, on se dit un café, ça sera bien. En fait, c'est un peu plus nuancé. En fait, je dirais, c'est ni vrai ni faux, d'après mes connaissances. C'est que ça peut être vrai pour certains et faux pour d'autres. Il y a des gens qui ont qui voient un effet de la caféine avant un effort, et puis d'autres qui ont en fait cet effet-là qui les ralentit, qui péjore leur effort. Donc on en est un peu là sur les données, j'ai l'impression. Mais donc du coup, puis après il y a une dose de caféine qui est recommandée aussi pour l'effort, c'est clair. Mais ça peut être vrai pour certains et faux pour d'autres, je dirais. Ouais, il n'y a pas vraiment de réponse officielle, mais ce que j'ai trouvé, c'est que ça pouvait aider à améliorer l'endurance et retarder la sensation de fatigue, en gros. Ok, ouais. Mais chez tout le monde? Justement, non, pas forcément chez tout le monde, okay. Mais ça peut. Ouais, ça peut. Ouais, donc, c'est ça, ça peut chez certains. Ouais. Peut-être essayer une fois, puis dans le doute. Ouais, c'est ça. Alors, ce qui est préconisé, il me semble, c'est qu'effectivement, il faut essayer, quoi. Il faut essayer. Ensuite, j'ai une autre question un peu dans la même trempe, mais on parle plutôt de courir en musique. Donc, j'aurais 4 suggestions. Est-ce que ça peut augmenter la fréquence cardiaque? Est-ce que ça réduit la sensation d'effort perçu? Est-ce que ça améliore l'endurance musculaire ou ça diminue la fatigue musculaire? Alors, il y a une réponse juste là-dedans ou on ne sait pas trop. Moi, je dirais que ça réduit l'effort, la sensation d'effort perçu. Je pense que c'est lié à ça. Après, sur des paramètres physiologiques, physiques, je ne suis pas sûr que de courir en musique, ça ait un effet, par exemple, sur l'aspect musculaire en soi, propre en soi. Je pense que c'est plus de l'ordre dans la tête, à mon avis. Ouais, non, c'est totalement vrai. En fait, ça distrait ton cerveau et puis ça peut te donner l'impression que l'effort, il est moins intense. Donc, pourquoi pas courir en musique, mais en restant quand même attentif à ce qui se passe autour. Avec la musique, ce qui est intéressant, c'est que on s'est rendu compte que de courir avec des musiques avec un rythme rapide pourrait aider à se caler sur le rythme, donc d'adapter un peu sa cadence au rythme de la musique.
instinctivement. Et des gens pour qui il faut augmenter leur cadence parce que voilà, ils ont une pathologie donnée et c'est intéressant de minimiser cette force d'impact, cette vitesse de force d'impact au sol par le fait de faire des plus petits pas. Ça peut les aider de courir en musique, effectivement. Ouais, tu me disais, faire peut-être des plus petites foulées. Du coup, ça peut aider avec un rythme soutenu, on va dire. Ouais. Les points de côté, on peut en parler un peu. C'est dû. Enfin, j'ai 4 possibilités. Donc, est-ce que c'est plutôt dû à une mauvaise hydratation, une mauvaise respiration, pardon, un manque de stretching ou une carence en magnésium? Ok. D'après mes connaissances, s'il faut en choisir un là-dedans, je dirais peut-être la respiration, mais je crois qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte. On ne sait pas exactement aussi ce que c'est le point de côté ou comme ça. Et il y a pas mal de facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais dans les points-là, je dirais que c'est peut-être plutôt la respiration, s'il faut choisir un. Exact, ouais. Ouais, j'ai ça aussi. Donc, une respiration irrégulière, ça perturberait le diaphragme et ça te donnerait justement ce point de côté. Ouais, moi, quand je m'étais renseigné là-dessus, il y a un très bon article sur la revue médicale suisse qui montrait que c'était peut-être, et là on est sur du peut-être, a priori sur plutôt le péritoine, donc les membranes qui enveloppent les organes, qui subissent un stress en fait, et puis qui ont tendance à peut-être tirer sur le diaphragme et créer la sensation de douleur. Après, il y a d'autres personnes qui disent que c'est plus le système ligamentaire de ces organes qui tire trop. Et puis que du coup, ça crée le point, d'où le fait que dès qu'on appuie dessus, puis qu'on adapte sa respiration, ça se calme, c'est qu'on vient mettre une compression. Mais ouais, on ne sait pas encore exactement le pourquoi du comment. Ouais, dans le doute, ralentir un peu, respirer fort et puis patienter. S'il y a, c'est les conseils qu'il y a à faire. Maintenant, pour prévenir ça, c'est bien respirer. Et puis c'est aussi peut-être pas mal, c'est bien manger, parce que je pense que si on mange un gros truc avant un effort, au niveau digestif, ça bosse fort, puis qu'on met un effort là-dessus, je pense qu'on prend le risque d'avoir plus facilement des points de côté. Après, il y en a qui sont plus susceptibles d'avoir que d'autres, j'ai l'impression. Ensuite, le vrai faux. Alors, est-ce que courir régulièrement, ça peut aider à renforcer les os? Oui, clairement. Je parlais avant de l'arthrose, là, par exemple, des études qui montrent qu'on a moins d'arthrosique chez les gens qui courent régulièrement que chez qui ne courent pas. Il y a d'autres études sur le dos, notamment les gens qui disent que courir, ça tasse le dos, par exemple. C'est faux, en fait, maintenant. C'est que ça tasse le dos après un marathon. Oui, il y a eu des études qui montraient que les disques étaient moins épais. Donc, on s'est dit que ce n'était pas bon. Mais en fait, les disques, ils retrouvent leur état initial quelques heures, jours après. Et puis, en fait, maintenant, on se rend compte, les gens qui courent régulièrement ont des disques plus forts. Ils ont des taux de glycosaminoglycans. C'est une des molécules qu'il y a au niveau des disques intervertébraux qui donnent ce côté un peu gel, qui sont beaucoup plus importants. Les taux sont plus importants chez ceux qui courent que chez ceux qui ne courent pas. Et puis aussi, il y a moins de lombalgiques, il y a moins de gens qui souffrent du dos chez les coureurs que chez ceux qui ne courent pas. Donc, et quand on sait qu'un os, il a besoin d'une stimulation pour se développer. Il y a ce jeu entre les ostéoclastes, les ostéoblastes, ceux qui produisent l'os, ceux qui rongent l'os physiologiquement et tout ça. Ça a besoin d'une stimulation, d'une force mécanique. Donc oui, courir de manière quantifiée et adaptée à ses propres capacités, c'est bénéfique pour le système. Très complet, très vrai. On dit que les exercices à impact, ça stimule la densité osseuse. Ça pourrait même réduire le risque d'ostéoporose par la même occasion. Donc c'est intéressant. Ensuite, c'est un peu plus farfelu, mais courir par temps froid, on brûle plus de calories. C'est vrai ou faux? Ça, je sais pas. Je sais pas, je dirais... En fait, ce que j'ai comme réponse, c'est que comme tu dois de toute façon maintenir ta température corporelle, tu vas de toute façon brûler plus que si tu cours au chaud. Okay. Donc en gros, oui, c'est mieux, mais plutôt dans une optique de perte de poids, je pense. Ok. Ensuite, courir trop vite en descente, ça peut provoquer des douleurs aux genoux ou pas. Parce qu'on parle souvent que c'est dans la descente que tu te blesses le plus. Ouais. Et du coup, si tu essayes d'aller trop vite... Je parle de ça parce que j'ai souvent suivi des amis qui font du trail et souvent ils récupèrent le retard dans la descente en forçant un peu. Ouais.
Mais il y en a qui sont pas arrivés au bout. Donc est-ce que du coup ça peut provoquer des douleurs plus vite? Je nuancerais un peu sur le côté vitesse en descente. Je pense que c'est plus un manque de préparation à encaisser de la descente qui fait qu'on se blesse. Donc là, c'est clair que le renfort dont on a parlé avant est fondamental pour prévenir ces blessures, ces douleurs liées à la descente. Et après, c'est plus une technique de course qu'on peut avoir. Et comme je disais aussi, c'est qu'on a tendance à être beaucoup plus tendu en descente et puis avoir une technique peut-être un peu plus lourde en descendant qui stresse mécaniquement plus les tissus, donc potentiellement qui créerait de la douleur. Mais c'est pas forcément lié à la vitesse en soi, j'ai l'impression. Quelqu'un qui pourrait avoir en fait ce même gros stress mécanique en n'allant pas très vite en descente lié à la technique de course, je pense plutôt. Ouais, donc plus léger peut-être sur les pointes de pied. Voilà, plus léger, plus aérien. Quand on regarde, alors après, ils travaillent, mais quand on regarde les professionnels qui descendent, à Kylian Jornet entre autres, je veux dire, c'est assez beau à voir. Ils font des petits pas, ils sont rapides, mais ils font des petits pas en descendant. Ils ne laissent pas forcément aller tout le long. Alors après, ça dépend le degré de la pente, mais ils ne laissent pas forcément aller tout le long. Donc ils sont très légers dans le truc, en contrôle. Par rapport à des gens, effectivement, qui disent « Ah là, c'est la descente, je vais comme un éléphant ». Et là, effectivement, il y a plus de stress sur les tissus. Ouais, ça reste un peu de la physique. Enfin, quand tu fais des grandes foulées avec la pente, tu as une marche plus grande, en gros. Ouais, et du coup, tu tapes plus fort. Donc, je pense qu'il y a un impact qui est plus important. Mais ça, je conseille vraiment les gens parce que la descente, le truc, c'est qu'effectivement, physiologiquement, au niveau cardio, c'est plus facile que le plat ou la montée. Et en fait, les gens, ils se disent, voilà, moi, je fais de la course. La descente, ça va être la partie de plaisir parce que le cœur, ça tape moins. Et donc, je peux aller. Et puis, du coup, les gens travaillent beaucoup leur cardio à plat, en montée, etc. Mais en fait, il n'y a rien qui est fait pour préparer le corps à subir cette descente qui, en fait, musculairement, est intense. C'est intensif, le travail excentrique qui se fait. Et donc, du coup, ça, en renforcement, on peut vraiment beaucoup faire ça. Et les gens aussi, souvent, c'est marrant, c'est qu'ils s'entraînent pas beaucoup en descente parce que dans l'imaginaire des gens, ils se disent je vais économiser mon corps justement sur l'aspect musculaire, donc je fais pas trop de descente dans mes entraînements. Peut-être il y en a qui se disent ça, puis le jour d'une grande course, il y en a de la descente. Et puis du coup, ça va faire mal. Ouais. Moi, je prends l'exemple, je fais pas mal de trail, mais de 30, 50 kills. Puis cet été, là, en fin d'été, j'ai fait un 100 km, mais pour moi. Et mon corps, en fait, n'était pas du tout habitué à tolérer un 100 km avec 4500 mètres de descente. Et j'ai jamais eu mal aux genoux. Mais là, sur cette course-là, arrivé au bout d'un moment dans la descente, j'avais mal aux deux genoux. Juste parce que, effectivement, je fais pas, j'ai jamais travaillé pour tolérer autant de descente. Et puis que si j'avais fait du renfort un peu tout l'été, j'aurais été facile de le faire sans douleur. Ok, très bien, ouais. Ouais, il faut s'écouter, c'est toujours un peu la même chose, mais c'est tellement important. Donc, ça me fait arriver sur la dernière question. Si j'ai des oignons aux pieds, c'est prohibé de courir? De manière générale, non. En tout cas, il n'y aura pas un risque d'aggraver la problématique, à ma connaissance, mais le problème, c'est que ceux qui ont des oignons, ça leur fait mal. C'est une pathologie qui a peu de potentiel d'adaptation, en fait. Dès que c'est là, ça ne s'adapte pas vraiment. Et donc, ça va être limitant pour les gens parce qu'ils savent qu'ils vont avoir mal et puis du coup, ils ne veulent pas. Ça, je pense que ça se pallie beaucoup avec les chaussures. Déjà, les chaussures vont faire mal aux oignons, donc il faut des chaussures qui soient assez larges devant, qui ne frottent pas, etc. Ça aide. Et puis, mais des gens qui ont des oignons peuvent très bien courir des marathons comme ça sans douleur. D'autres, peut-être pas. Il y a une grande variabilité. Mais c'est pas forcément mal de courir chez tout le monde avec un hallux. C'est un hallux valgus. Ouais. C'est pas forcément mal de courir. Ouais, je trouvais cette question intéressante parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont ça. Ouais. Et c'est dommage de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut quand on a cette légère excroissance, on va dire, ou malformation. Donc, aussi peut-être pas trop se brider, même si on a ça.
Non. Plutôt trouver chaussures à son pied, quoi. Je pense qu'il faut essayer déjà après il faut essayer des chaussures de base comme ça. Si j'ai 2-3 conseils à donner de gens qui auraient ça puis qui hésitent à commencer la course à pied, ce serait de voir des chaussures, comme je dis, qui sont larges devant, ça c'est important, qui sont aussi amorties et rigides, je dirais, et puis qui n'ont peut-être pas cet effet rocker, c'est-à-dire l'avant de la chaussure qui monte. En fait, parce que du coup, si on met pas beaucoup de rigidité, on met pas beaucoup d'amorti, en fait, ça vient beaucoup travailler au niveau de l'articulation où il y a la luxe valgus. Et puis du coup, voilà, ça bouge un peu moins bien de par la déformation, donc ça va faire mal, effectivement. Donc, essayer d'être protecteur avec les chaussures, par exemple, ça va être un conseil qui peut permettre à des gens d'aller courir un petit peu avec leur pathologie. Maintenant, il y a des gens qui ont des oignons qui courent probablement en chaussures minimalistes, ça ne leur pose pas de problème. Donc, il faut essayer. Ok, alors on a fini le quiz. Merci beaucoup. C'était très bien. Pour la conclusion, est-ce que tu aurais peut-être un résumé à me donner pour un débutant? Moi, je veux commencer la course. On va repasser un peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est quoi, par exemple, les 3 conseils que tu donnerais en priorité? Alors, en priorité, c'est de nouveau cet aspect progressif. Ça, c'est vraiment fondamental. Progressif, augmenter, permettre à son corps de tolérer de plus en plus de charges, d'être régulier dans cette optique-là, de ne pas hésiter à se mettre à la course à pied. Je pense qu'il ne faut pas qu'on soit grand, en surpoids, tout maigre ou quoi que ce soit. Il ne faut pas hésiter à se mettre à la course à pied. Si c'est progressif et que c'est quantifié et que c'est à l'écoute du corps, ça ne posera pas de problème. Si il devait y avoir des problèmes, des douleurs, des choses comme ça, alors c'est pas s'alarmer tout de suite, mais c'est de chaque fois prendre un peu de recul avec ça, dire ok, là je commence à avoir une douleur, pourquoi? Et c'est ce que j'ai fait plus, est-ce que j'ai fait moins ces derniers temps, vu que j'ai pris trop fort? Est-ce que j'ai fait plus intensif? Est-ce que je suis vachement fatigué à l'heure actuelle par rapport à avant? Prendre un peu de recul pour très vite adapter un petit peu cette pratique sans arrêter, mais réduire un petit peu de manière ciblée. Et puis que si les douleurs persistent, c'est pas trop attendre avant d'aller consulter quelqu'un, un professionnel de la santé, parce que moi je vois au cabinet des gens qui viennent 6-7 mois après le début d'une douleur, qui pensaient qu'elle allait passer, puis qu'elle passe pas. Et quand on est plusieurs semaines après l'apparition d'une pathologie de surcharge, parce que c'est le plus fréquent, en course à pied, c'est plus compliqué et ça prend un processus qui prend un peu plus de temps à passer. Donc, le message, c'est ça, c'est régulier, progressif, à l'écoute, puis que s'il y a un couac qui persiste, c'est aller chercher de l'aide quand même assez rapidement, mais sans s'alarmer non plus tout de suite au moins de bobo. Je pense que beaucoup de gens peuvent faire une grande partie de ce que j'ai dit, de ce qu'on m'a enseigné tout seul à la maison, en adaptant un petit peu et en analysant un petit peu le pourquoi du comment. Et typiquement, les tapis de course, ça peut être aussi intéressant pour commencer. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est un bon outil, les tapis de course. Parce que voilà, il y a des gens qui, effectivement, s'il pleut, s'il fait froid, s'il fait trop chaud, ils vont pas courir. Donc, le tapis leur permet de faire ça. Donc, c'est bien. Le tapis, il est aussi intéressant pour des gens qui ont une douleur ou qui doivent commencer très, très light, pas beaucoup de temps. On le fait. Puis, de courir 10 minutes sur tapis, on est à la maison après, etc. Donc, c'est assez sympa plutôt que de devoir s'habiller, d'aller dehors ou d'aller à un endroit où on veut courir. Ça prend plus de temps juste pour 10 minutes. Donc, c'est un bon outil. Des gens qui ont des pathologies, comme je dis, moi, des gens, je leur dis, votre limite, c'est 3 minutes de course. Allez courir 2 minutes 30. C'est cool sur tapis parce que ça, ils font leurs 2 minutes 30, puis ils arrêtent, puis c'est bon. De nouveau, de s'habiller, d'aller dehors, etc. C'est des fois un peu plus conséquent. Donc, c'est un bon outil, le tapis. Après, je pense ce qui est quand même cool, c'est de prendre l'air un petit peu quand même pour la plupart des gens. Oui, ça fait aussi partie des bienfaits du sport, je pense, d'être dehors, d'être au soleil. Exactement, ouais. De respirer. J'ai fait une parenthèse aussi on parlait du renfort avant. Je vais juste dire un truc, c'est que
ce qui est intéressant, renforcer le corps pour la course, c'est bien spécifiquement. Maintenant, on peut aussi faire une grande partie de renfort au quotidien dans nos activités quotidiennes. C'est-à-dire que on parle souvent, dès qu'on a des étages à monter, prenez les escaliers plutôt que l'ascenseur. Ça va faire du renforcement au niveau des cuisses, au niveau des mollets, au niveau du système. Et ça a un grand rôle à jouer aussi. On se met à faire de la course, on se met à faire un sport, aussi en parallèle. On peut se renforcer rien qu'avec ce qu'on fait au quotidien, d'être pieds nus souvent l'été à la maison, d'être pieds nus et tout ça, ça vient stimuler le pied, ça vient le renforcer et c'est de toute façon bénéfique. Ok, très bien. Parenthèse aussi. Très bien. Et maintenant, si je me blesse, je peux te retrouver où? À Sion, j'ai un cabinet, je suis indépendant dans un cabinet d'ostéopathie à Sion, à l'avenue de la Gare 30. Et puis, je suis assez disponible aussi sur les réseaux sociaux, en fait. J'aime bien expliquer et puis j'aime bien donner des conseils. Donc, pas hésiter à m'écrire. Je réponds peut-être pas tout de suite, mais après, je veux bien donner 2-3 conseils. Alors voilà, sans se voir, c'est toujours un peu délicat, mais on peut des fois discuter puis ouvrir des portes dans l'esprit des gens. Par une discussion et ce qui permet d'orienter s'il faut aller consulter et puis ou quoi faire. Ouais, déjà, comme tu crées beaucoup de contenu et j'encourage les gens justement à aller voir ce contenu parce qu'il est assez bien fait et il est très marrant certaines fois. Merci. Donc, on mettra tout ça en description, autant le cabinet que l'Instagram. Je sais pas si tu as d'autres réseaux. Non, c'est sur Instagram en fait que je fonctionne. Instagram ou Facebook, mais en fait, je fais sur Insta et puis ça va sur Facebook directement. Donc, on mettra tous ces liens. Je vois aussi que tu as un super beau pull là. Est-ce que tu veux dire un mot sur cette marque suisse? Ouais, c'est la marque Revario. Tous les produits sont fabriqués à Fribourg en fait. Et donc, du coup, qu'on des habits de grande qualité avec une super équipe derrière. Et tout est produit à Fribourg, cousu à Fribourg avec des matériaux en fait qui viennent de pas très loin de la Suisse, c'est-à-dire qu'ils vont chercher leurs produits au nord de l'Italie, dans le sud de l'Allemagne, pour les faire venir là, parce qu'on trouve pas toutes ces ressources en Suisse, mais c'est des produits où du coup on sait qu'ils ont peu circulé, quoi. Ça n'a pas fait 4 fois le tour de la Terre pour arriver dans notre boîte aux lettres, et ça c'est assez intéressant. Et comme je dis, ils ont une super équipe, et puis que les produits c'est vraiment de la bonne qualité. Ça tient la route autant au niveau du sport que les vêtements du quotidien. Je pense que ça vaut la peine à des prix qui sont vraiment tout à fait abordables. Ouais, tu me disais même, il y a plusieurs couturières sur place. C'est vraiment manufacturé ici à la main et très bonne qualité, quoi. La couture suisse, je sais plus si c'est unique en Suisse, le fait de vraiment de coudre et vraiment de produire ces habits en Suisse. Mais en tout cas, elles n'étaient pas nombreux. C'était une petite équipe et là, ça s'agrandit parce que ça marche vraiment bien, quoi. Écoute, on les salue bien et merci beaucoup pour ces précisions. On mettra aussi les liens en description. Ouais, cool, merci. On est au bout, donc merci beaucoup d'être venu. Merci pour tout ce savoir que tu nous as transmis aujourd'hui. C'était un plaisir de discuter avec toi de ce sujet. Pour les abonnés, je vous encourage à poser vos questions en commentaire, à mettre un petit like, ça nous aide beaucoup, à nous suivre aussi volontiers. Je te dis au revoir, à bientôt. Ça marche, merci beaucoup. Et au revoir à tout le monde. Merci, salut. Au revoir.